Bonne année à tous. Et pour fêter 2018, chose promise, chose due, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo FAQ où je vais avoir le plaisir de répondre à toutes les questions que vous m'avez posées par l'intermédiaire des commentaires des vidéos review de l'année 2017. Et je vous remercie d'avoir été si nombreuses. Alors on s'y attaque tout de suite et le tout en 104... Non, il y a beaucoup trop de questions pour répondre à ça en 180 secondes. Et on commence avec Just Sarah, une question qui est regroupée aussi par Tonomas. Quel est ton parcours dans le cinéma? Tu as fait une école de ciné, du théâtre ou tu es juste passionné? Alors, mon parcours scolaire est le suivant. J'ai tout simplement un Master 1 à l'université Lyon 2 en art du spectacle image, en cinéma audiovisuel, c'est comme ça que le master s'appelle. Et à côté de ça, j'ai commencé le théâtre quand j'étais adolescent, à l'âge de 10 ans, et j'ai pas arrêté depuis. C'est mon activité principale, je suis comédien avant d'être youtubeur, et c'est ce qui me rend le plus heureux, c'est de là qu'est venue ma passion du cinéma, aussi bien en tant que spectateur qu'en tant qu'acteur. Alan Nicolas me demande que fais-tu en dehors de Popcast? J'ai ma foi une large activité. Je suis principalement et majoritairement comédien de profession. Je gagne de l'argent en étant comédien. J'ai fait des courts-métrages, j'ai fait des web-séries, j'ai fait des pubs. En ce moment, j'ai une activité théâtrale assez conséquente parce que je joue dans la pièce Bienvenue dans la coloc qui tourne déjà depuis un an et qu'on va continuer à faire tourner au moins jusqu'à juin prochain et peut-être plus si affinité. Si ça vous intéresse, c'est au Complexe du Rire. On joue ça tous les lundis soirs et puis il y a des programmations longues sur certains mois, comme c'était le cas en décembre. On jouait du mercredi au samedi. C'est une super pièce et j'ai énormément de chance d'y être et je remercie l'auteur et le metteur en scène. Et puis à côté de ça, je me suis un peu fait connaître avant de faire du YouTube par l'intermédiaire de la réalisation d'un moyen métrage qui s'appelait Hypnose 600 que j'ai réalisé pendant mes études, qui était allé au Short Film Corner du Festival de Cannes 2015. Et après ça, j'avais réalisé la web-série Tea Time qui avait plutôt bien fonctionné sur Lyon en termes critiques, publics et aussi festivaliers. Pareil, il y a eu un Short Film Corner de Cannes 2016 et puis il y a eu des nominations à droite à gauche, à Toronto, à Rio, à Séoul. Et dernièrement, j'ai aussi réalisé la web-série Les Pédos de l'absurde, où vous avez découvert la saison 2 sur la chaîne Popcast. Donc voilà, une activité plutôt large, mais mon activité principale, ça restera le plus longtemps possible d'être comédien parce que c'est mon kiff principal. Morales Carole me demande: tu as une copine? Non, je blague. Ma question est: depuis quand es-tu passionné par le cinéma et pourquoi? Alors je vais répondre à la deuxième partie de la question avant de répondre à la première partie de la question. La deuxième partie de la question: depuis quand je suis passionné par le cinéma et pourquoi? Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été passionné par le cinéma. J'ai le souvenir d'avoir vu Forrest Gump jeune, qui reste mon film initiateur qui m'a donné envie de rentrer dans ce milieu. Donc j'ai toujours été passionné par le cinéma. Pourquoi? C'est une question large, compliquée à répondre. Je dirais que le métier d'acteur m'a toujours fasciné dans le sens où ça permettait de faire rentrer des milliers de vies en une seule. Je trouve que la vie est trop courte pour se limiter à un seul choix de carrière, un seul choix de comportement et qu'on peut être 1000 personnes différentes par l'intermédiaire de ce métier. Et que le cinéma a cette chose d'extraordinaire qu'il rend le réel encore plus magnifique qu'il n'est. Que c'est condensé en 2 heures plutôt que, voilà, si vous faites une soirée sur les 5 heures, il y aura peut-être qu'1 heure de sympa. Dans un film, les 2 heures sont censées être importantes et avoir un sens. Et qu'au cinéma, on peut se permettre d'être plus vrai, peut-être que dans la vie. Au cinéma, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être obsessionnel, on a le droit d'être maniaque, on a le droit d'avoir des personnages hauts en couleur, là où dans la vie, on est toujours censé jouer un peu un rôle et rester viable, rester présentable, en tout cas. Quant à la première partie de la question, tu as une copine? Fabien Deep me demande d'où est venue l'idée des critiques en 180 secondes. Alors, l'idée, elle m'est simplement venue qu'en tant que viewer, je n'étais pas forcément friand de regarder des vidéos d'analyse de films de 30 à 40 minutes après m'être tapé 2 heures de film. Et que j'avais envie d'essayer de condenser tout ça sur un format très court. En plus, en tant que comédien, je trouvais ça intéressant de m'aventurer sur un format sans coupe qui m'oblige à improviser pendant 3 minutes non-stop et sans artifice. Adrien Reynaud me demande: tu peux faire une rubrique en 360 secondes? Non. Non, je veux pas te mentir et puis te décevoir après, non, ça je vais pas pouvoir. Si je peux me confesser à toi, en fait je fais tout dans ma vie en 180 secondes, j'ai une vraie obsession par rapport à ça. Je fais à manger en 180 secondes. Alors je te préviens, c'est carrément dégueulasse, mais je fais à manger en 180 secondes. Je fais l'amour en 180 secondes. Douche incluse, hein, bien sûr, parce que sinon c'est de la prétention. Il y a un moment, on a aussi autre chose à faire dans la vie, donc non, tout est fait en 180 secondes et m'aventurer sur le double, je me sens pas prêt.
Elios77 me demande: comptes-tu élargir ta chronique en 180 secondes aux séries animées et films d'animation japonais qui sortent tout au long de l'année et pour des séries américaines? Alors non, je n'y compte pas dans le sens où c'est par manque de temps plus que par manque d'envie. J'ai décidé de laisser une ligne directrice sur les sorties ciné régulières. Le but des 180 secondes, c'est que vous ayez une critique courte et, je l'espère, riche avec de l'argumentation sur des choses qui viennent de sortir pour pouvoir réagir à l'actualité. Si j'avais plus de viewers, plus d'abonnés et qui du coup pourraient s'intéresser à des sujets plus anciens, je m'y risquerais peut-être. Mais là c'est pas encore le cas, je garde l'idée sous le bras mais pour l'instant c'est pas l'ordre du jour. Et sa seconde question: quand est-ce que tu refais des chroniques de jeux vidéo car les tiennes sont géniales? Je prends le compliment et je te remercie. Alors il y a eu deux sortes de critiques de jeux vidéo. Il y a eu les 180 secondes sur les jeux vidéo qui sont assez occasionnels parce que c'est aussi une question d'actualité. J'ai pas forcément le temps de jouer pour pouvoir vous sortir une critique au moment où le jeu sort ou dans la semaine, parce que je reçois pas les jeux en avance contrairement aux testeurs de jeux vidéo. Et il y a eu les dissert gaming que j'aimais beaucoup faire mais qui étaient beaucoup de travail et qui étaient principalement un travail de montage de Jean-Christophe Rabu. Et on n'a pas eu l'impression que le concept a plus explosé de ça et que du coup, voilà, en rapport qualité-temps, on s'est dit que ça motivait moins les gens, donc que ça valait pas forcément le coup de continuer. Mais les premières restent disponibles sur la chaîne et si on a un regain de popularité, qui sait, il y aura peut-être un revival. Edouard Masseline me dit: merci pour ton boulot et pour la pertinence de tes critiques, je ne suis pas toujours d'accord avec toi mais tes arguments sont rarement incohérents, j'espère que tu auras de plus en plus de vues à l'avenir. Merci Edouard, déjà, ça fait plaisir. Et on attaque les questions. Quel est le film qui t'a le plus marqué? Quels sont tes projets futurs? Quels sont tes pronostics pour les Oscars 2018? Alors le film qui m'a le plus marqué, c'est très certainement Forrest Gump. Je trouve que c'est un vrai chef-d'œuvre et j'adore l'interprétation de Tom Hanks dans ce film qui est franchement magistral. Quels sont mes projets futurs? Alors au cours de l'année, je vais continuer bien sûr les critiques en 180 secondes. Il y a la pièce dont je vous ai parlé précédemment, Bienvenue dans la coloc, que je joue au moins jusqu'à juin prochain. Et il y a pas mal de petites choses que j'ai tournées qui devraient sortir. Il y a une web série qui s'appelle Le Bureau des Consciences que j'ai tourné l'été dernier et qui est actuellement en montage. Vous avez déjà un épisode pilote sur le net. Il y a un mobile film festival que je dois faire avec Maud de la Place du Milieu, qui avait eu la gentillesse de participer au Plaidoirie de l'absurde saison 2. Et puis j'ai j'ai joué très récemment dans un sketch Star Wars de Castaway Productions qui devrait sortir aussi très prochainement. Donc restez à l'affût. Et mes pronostics pour les Oscars 2018, étonnamment cette année j'en ai pas trop, parce que, et ça s'est peut-être senti dans mon top, j'ai eu peu ou pas de coup de cœur cette année, contrairement à l'année dernière. J'ai eu des films que j'ai bien aimés, devant lesquels j'ai passé de bons moments, mais pas de films où je me suis dit waouh, l'année dernière Tu ne tueras pas m'avait vraiment marqué. Là c'est beaucoup moins le cas, donc j'attends de voir les sorties de janvier-février parce qu'il reste encore des films oscarisables qui vont sortir, mais pour l'instant j'ai pas de pronostics à divulguer. Kiana Online me demande: quel est ton avis sur la prélogie de Star Wars? Perso, je trouve qu'elle se bonifie avec le temps malgré les effets spéciaux très datés de l'épisode 2. Alors mon avis sur la prélogie de Star Wars est ma foi très positif parce que c'était des films d'enfance et même sans penser à des films d'enfance, je trouve que c'est des films qui sont profondément couillus dans le sens où George Lucas a eu le courage d'offrir aux spectateurs ce qu'il ne voulait pas et de diriger l'histoire vers ce qu'il avait envie de faire et d'étayer tout le background des premiers Star Wars par un univers politique, par toute cette question des médicloriens, de la philosophie Jedi, de la science, de la politique, du Sénat, et que du coup ça a vraiment bonifié le global de la saga. Alors oui, il y a des fausses notes, l'histoire d'amour ne marche pas, Hayden Christensen n'est peut-être pas le meilleur acteur au monde pour jouer Anakin Skywalker, mais je garde un profond respect pour cette prélogie, d'autant plus maintenant que la postlogie fait un peu n'importe quoi avec le sujet. Je pense que Star Wars est une saga qui appartient profondément à George Lucas et qui le définit profondément, et là où la trilogie initiale racontait son combat contre les grands studios, la prélogie a aussi quelque chose de métaphorique très joli, de raconter comment il a combattu le système pour devenir lui-même le système, comment George Lucas est en fait Anakin Skywalker. Et je trouve ça très joli et je trouve que le global de la saga a vraiment un sens très fort dans l'histoire du cinéma. Et la deuxième question, est-ce que tu as des projets de pièces de théâtre sur Lyon en 2018 ? Alors, on va croire que cette vidéo n'est qu'une pub pour cette pièce, mais je continue à le répéter, je joue toujours Bienvenue dans la coloc au Complexe du Rire, a priori tous les lundis de l'année. On se partage le rôle vu que les dates sont nombreuses avec une doublure, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous avez envie de venir faire un coucou et je vous dirai quand est-ce que c'est moi qui joue. Et puis je vais jouer là très prochainement des adaptations de Tchekhov, ce sera pour 2 dates exceptionnelles au théâtre de Couzon, à la MJC de Couzon, et c'est pas impossible, ça reste encore à définir, mais c'est pas impossible que je joue dans une adaptation de Fenêtre sur cour. J'attends que ça se monte, mais si c'est le cas, je ne manquerai pas de vous en reparler.
Lucas Nouveau me demande, tu préfères la trilogie Spider-Man de Sam Raimi ou la trilogie Dark Knight de Nolan? La trilogie Dark Knight sans aucune hésitation, j'ai un peu de mal avec le troisième volet qui a beaucoup trop d'incohérences pour être un Christopher Nolan de mon point de vue, mais Batman Begins et Batman Dark Knight sont vraiment des chefs-d'œuvre du cinéma, pas seulement des bons films de super-héros, là où la trilogie Spider-Man avait des bons films de super-héros, mais avait toujours des écueils qui me gênaient, dont le côté très dawsonien de la relation entre Peter Parker et Mary Jane Watson, qui n'était pas du tout ce que j'avais lu moi dans les comics, c'est ce qui pouvait me frustrer, mais les films de Sam Raimi restent très bons, notamment grâce aux méchants, et puis que ça a été un pionnier dans l'histoire des films de super-héros, dans la vulgarisation des films de super-héros, grâce à Sam Raimi, on leur remercie. Il continue sur une question sur Star Wars, comme Rian Johnson a chié sur le travail de J.J. Abrams dans Star Wars 8, ce qui de mon point de vue était une bonne chose, est-ce que comme c'est Abrams qui fera Star Wars 9, y a-t-il un risque qu'il déconstruise ce qui a été fait dans le 8, sachant d'autant plus que le 8 n'a pas été très bien reçu par la critique presse et spectateurs? Alors je pense que c'est un risque qui va vraiment se produire, étant donné que c'est ce qu'a fait Rian Johnson, il a déconstruit ce que Abrams avait construit dans le 7. Alors il avait construit des trucs sans savoir trop où il allait, mais c'est ce qu'a fait Rian Johnson. Donc moi ça m'étonnerait pas que Abrams remette son beurre par-dessus, qui nous dise non mais finalement la révélation sur les parents de Rey c'est autre chose, et idem pour le personnage de Snoke, que c'est bien le style du personnage, on verra ça, mais j'ai de toute façon peu d'espoir pour la globalité scénaristique de cette trilogie vu qu'elle n'a pas été pensée telle qu'elle. Et enfin dernière question, l'industrie DC pourra-t-elle se relever de tous ces échecs? Si oui, comment et quand? Et pourra-t-elle un jour rivaliser avec la concurrence? Alors j'ai peu d'espoir, moi pour DC, parce que Justice League nous a prouvé qu'il répétait inlassablement les mêmes erreurs. C'est-à-dire que sur Batman vs Superman, l'erreur principale avait été ce montage détestable sur la version cinéma, ça avait été reconnu par le studio lorsqu'ils avaient sorti la version longue et que toutes les critiques ont dit « Ah oui, la version longue, elle est bien, effectivement, elle est cohérente », et plutôt que de reconnaître leurs erreurs et de laisser du mou à Zack Snyder, ils ont fait complètement l'inverse. Donc je ne pense pas qu'il y ait des personnes assez bienveillantes vers les licences à la tête de la Warner pour pouvoir permettre au DC Universe de renaître, surtout qu'il continue à prévoir 15 films sans avoir de scénaristes, d'interprètes ou de réalisateurs. Donc j'ai peu d'espoir pour ça, mais on croise les doigts. Moi je demande qu'une chose, c'est que DC revienne à son top niveau. Jedi Christian me demande, tu attends Venom? Perso je l'attends beaucoup. Alors non, j'ai très peu d'attentes pour ce Venom, je suis pas l'un des plus grands fans de Tom Hardy, même si je trouve que c'est pas un acteur dégueulasse, mais j'ai un problème par rapport à ce film qui fera partie de Sony, mais pas du Marvel Universe, avec ou pas Spider-Man, tout ça n'est pas très clair, et j'ai des problèmes sur une origin story, sur un bad guy, sans avoir le héros principal. Sony a fait un peu n'importe quoi avec le Amazing Spider-Man, qui sont de mon point de vue pas dégueulasses, mais ils tenaient tellement à faire leur univers cinématographique qu'ils ont pourri le deuxième volet, et du coup j'arrive pas à leur pardonner parce que moi j'aurais aimé avoir une suite et avoir une cohérence de trilogie de Mark Webb, et que du coup ce Venom j'irai le voir avec curiosité, mais j'en attends pas grand chose. Fab et les critiques ciné me demandent quel est ton top 3 de tes meilleurs films de Denis Villeneuve. En premier, sans le mauvais jeu de mots, Premier Contact, c'est celui qui m'a le plus époustouflé, je l'ai trouvé absolument fantastique. En deuxième, je placerai très certainement Blade Runner, que j'ai beaucoup aimé, même si je ne trouve pas que ce soit le plus digeste, je trouve qu'il est magnifique et qu'il a quand même bien évité les pièges de la suite. Et probablement Cesario en troisième. Je suis pas le plus grand fan de Prisoner, qui a beaucoup plu, je sais que celui-là m'avait déçu, mais c'est vraiment Premier Contact qui m'a fait adorer Denis Villeneuve et attendre Blade Runner sans être déçu. Et seconde question, quel est le film le plus what the fuck et traumatisant que tu aies vu? J'hésite entre ce que j'ai pu bouffer à la fac avec du El Topo de Jodorowsky, parce que c'était très abstrait, très expérimental et j'ai beaucoup de mal avec ça. Je pense aussi au film Under the Skin avec Scarlett Johansson. C'est des films qui sont intéressants, mais comme je suis très cinéma de fiction, le cinéma expérimental ne m'est pas du tout familier et j'ai beaucoup de mal à trouver ça intéressant. C'est que je comprends l'intention derrière, mais je rentre pas dedans. Et un film, de mon point de vue, doit être digeste. Et puis si je pars sur du cinéma plus populaire, je sais que le film Mes meilleurs amis m'avait rendu fou, parce qu'il avait très bien marché, c'était le very bad trip pour les femmes, comme il le vendait à l'époque, et j'avais trouvé ça nul, mais tellement nul. Staple Moldu me demande ton top 5 des films favoris du MCU, le Marvel Cinematic Universe. En premier, je placerai très certainement Captain America de Winter Soldier, parce que je trouve qu'il a bien redistribué les cartes et qu'il avait des conséquences importantes, en plus d'avoir une mise en scène et des vraies couilles dans ce qu'il proposait par rapport à ce complot qui nous faisait un parallèle entre le régime nazi et la politique sécuritaire des États-Unis. Je trouve que c'était plutôt risqué pour un film Disney. En second, je mettrais Avenger, parce que je trouve qu'à l'époque, Joss Whedon avait réussi à éviter tous les pièges possibles et imaginables. Il avait zigzagué pour nous faire la réunion qu'on attendait tous et qui est sublimement bien réalisée, avec des plans iconiques, avec c'est une attraction blockbusterienne magnifiquement bien foutue.
En troisième, je mettrais les Gardiens de la Galaxie, parce que là encore c'est une énorme prise de risque très réussie de proposer une équipe de super-héros qu'on ne connaissait pas, sous souvent de pop culture et de fun qui marchait à donf. En quatrième, Civil War, parce que je trouve que les frères Russo gèrent très bien le drame chez Marvel, et c'est la partie qui m'intéresse le plus. Je trouve que la partie de Tony Stark et de Captain America était particulièrement intéressante dans ce film-là. Et pour finir, très probablement Doctor Strange. Je trouve que c'est une excellente origin story. Benedict Cumberbatch le porte très bien, et j'ai beaucoup aimé l'univers graphique et visuel. Je trouve que le travail de FX était assez ouf. Alexis Thomas me demande quel comics conseillerais-tu pour un novice du genre? Alors c'est une question assez large, je vais essayer de répondre rapidement. Globalement, si tu as envie de commencer Marvel, moi à l'époque j'avais commencé par les Ultimate Spider-Man, qui était l'univers bâti dans les années 2000 pour répondre aux nouveaux lecteurs qui étaient attirés grâce au film de Bryan Singer et de Sam Raimi. Et je trouve que tout le run de Brian Bendis jusqu'à Ultimatum sur Ultimate Spider-Man est vraiment cool, parce qu'il est vraiment cohérent chronologiquement et tu as une vraie suite d'arcs qui se suivent bien et qui prennent un sens. Les Ultimates tout court de Mark Millar, qui sont en fait l'équivalent des Avengers, sont aussi super intéressants par la manière dont ils révolutionnent le genre des Avengers. Ils les placent vraiment au 21e siècle avec des persos qui ont des failles, etc. etc. Donc ça, c'est les deux points que je te conseillerais vraiment chez Marvel pour commencer. Après, il y a énormément de choses. Du côté de chez DC, moi j'ai adoré le run de Scott Snyder sur Batman, les New 52 de Scott Snyder. Il y a d'excellentes éditions chez Urban en plus, ils arrivent à te regrouper l'intégralité du truc, et c'est pas si cher pour ce que ça renferme. Ça c'est vraiment de la balle, donc je te conseille de commencer par ça si tu veux commencer du DC. Après, si tu as envie d'avoir plus de conseils, je te conseille la chaîne Casabule, pour laquelle j'ai fait un petit feat très récemment pour me parler de mes top comics de l'année. C'est une chaîne portée par un ami qui me prête souvent des comics et qui a d'excellents conseils, qui me fait découvrir des choses dont j'ignorais jusqu'à l'existence. Clément Globeville me demande, selon toi, Disney est-il trop imposant dans le marché du cinéma? Oui et non, dans le sens où le rachat de la 20th Century Fox était intéressant sur le côté de récupérer les licences Marvel, étant donné que c'est ça qui fait le plus de fric en ce moment. Mais j'ai peur de l'hégémonie totale chez Disney et l'absence de concurrence. Je pense que c'est important, même si les X-Men ne sont plus à mon goût depuis les derniers de Bryan Singer, qu'il reste une concurrence. C'est ce qui permet aux différents studios de se dépasser. Et effectivement, là, on a l'impression qu'il y a une mainmise sur absolument tout qui m'effraie un peu. Après, les Marvel ont prouvé, avec Kevin Feige à leur tête, que le rachat de Disney n'entraînait pas forcément une baisse de qualité. Il faut qu'en fait les studios qui sont rachetés gardent une intention artistique derrière l'intention financière que leur demande Disney. Et on finit par Emeric Koussinsa qui me demande « Rencontre abonné à Lyon ?» Point d'interrogation. Eh bien ma foi, moi j'aimerais bien faire ça, effectivement. Après je pense être encore un peu faible en termes d'abonnés pour pouvoir avoir l'audace d'organiser ça, mais comme je te répondais par message écrit, et je vais encore une fois le répéter, je suis désolé pour cette pub outrageuse, mais je joue assez régulièrement au théâtre, donc si vous avez envie de venir voir, de jeter un coup d'œil, n'hésitez pas à venir. Ce serait pas la première fois que quelqu'un me fait coucou en sortant de la pièce, je prends toujours du temps pour discuter après, et c'est un vrai plaisir de croiser les gens en vrai, en fait, des gens qui regardent mes critiques par internet, c'est toujours cool d'avoir ce rapport humain. Donc si ça vous botte, moi je suis toujours OP pour discuter après la pièce, venez me faire un petit coucou et je vous accueillerai avec grand plaisir. Et voilà pour cette vidéo FAQ. Merci à tous infiniment pour vos questions, merci à tous pour vos retours positifs qui sont vraiment une bénédiction et qui me donnent toujours envie de continuer. C'est vraiment chouette et c'est plaisant d'avoir des viewers aussi positifs sur la chaîne. Merci. Merci pour ça, c'est du fond du cœur, je trouve ça formidable. On est bientôt 4000 et alors ça, je vais me répéter, mais bon, merci. Parce qu'il y a 1 an et demi, on était 200, et c'était quand même pas ouf. Là, ça devient vraiment chouette. N'hésitez pas à partager, toujours à faire connaître si le concept vous plaît, si vous trouvez que les critiques sont cohérentes, même si elles sont pas forcément de votre avis. C'est le but aussi, qu'on puisse échanger, qu'on puisse se grandir en échangeant nos différents points de vue. Et puis je vais vous donner rendez-vous tout le reste de l'année pour beaucoup de choses. Je vous ai dit que j'avais beaucoup de projets en préparation, mais surtout et toujours les 180 secondes. Donc je vous souhaite une excellente année 2018 et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres critiques en 180 secondes.